Qui suis-je? Ça, c'est une vaste question. En fait, j'ai souvent pour habitude de dire que je ne m'assimile pas au métier que je fais. Donc, dans ma présentation, je pourrais dire que je ne suis pas le métier que je fais, ni le prénom que je porte. Répondre à qui suis-je, en fait, c'est pour moi d'une grande complexité parce que c'est aussi tout ce que je transporte avec moi, toutes mes mémoires, toutes mes latences, toute ma culture, ce qui m'a façonné en fait. Et je sais que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible à la nature, à l'environnement. Je me suis façonné au travers de tout ce qui résonne autour de moi dans la forêt. Et j'ai été élevé très tôt dans la forêt, en fait j'ai vécu très tôt dans la forêt et libre dans la forêt. Et ça, je pense que ça fait partie de ma personnalité. Je pense que j'ai l'esprit sauvage en fait. Cette aptitude à entendre les oiseaux avant qu'ils chantent, ça m'arrive souvent. Et ça détermine aussi ma propre individualité. Être en résonance avec la Terre, le cosmos, je crois que ça correspond vraiment à ce que je suis. En dehors de tout ce qu'on nous a imposé en termes d'éducation, j'ai pas envie de me présenter comme ça parce que pour moi, je pense que c'est un leurre et j'ai tout fait dans mon existence pour m'extirper de ces mémoires, de ces latences qu'on nous a imposées, même si c'était que de l'amour. Quelquefois, il y a beaucoup de maladresse là-dedans parce que ça nous empêche un petit peu de partir dans la direction, non pas qui nous est imposée, mais celle qui nous est impulsée par le cosmos, les énergies. Et je suis, je pense, un être extrêmement sensible à ces énergies. En fait. Il y a encore beaucoup de mousse quand même. Si ça se précise que le pH il a encore descendu de 0,15, ça veut dire que c'est peut-être pas encore fini. C'est vrai que la mousse tient encore. Et voilà, on avait des petites machines, maintenant en plus on a des machines beaucoup plus performantes. Quand j'ai commencé, il fallait 20 minutes pour une mesure. Là tu mesures la conductivité. pH, redox, conductivité. Et la température. Aujourd'hui on est le 2, il remonte. Ça veut dire que quand le pH remonte, la fermentation est finie. Donc maintenant il faut que je le sorte aujourd'hui ou demain, le dernier délai. Je pourrais attendre 3-4 jours, mais on serait plus dans l'excellence, comme on va dire. Et c'est ce qu'on essaye toujours d'être, d'avoir des produits. Un grand cru. Bah, c'est les Champenois qui nous ont dit ça. Ouais. Ils nous ont dit qu'on ne faisait pas des extraits fermentés, mais des grands crus, des extraits fermentés. Bah, on se ferait chier. Donc celui-là, si j'étais malin, voilà, c'est le sortir aujourd'hui. Et comme ça, demain, je me fais de l'embouteillage peinard. Ouais, c'est ça. Je m'appelle Patrick Guater, j'ai fondé Purin d'Ortie et compagnie, une petite entreprise de phytothérapie agricole. Ce que je fais depuis maintenant 13 ans, je suis producteur d'extraits fermentés, ce qu'on appelait couramment avant les purins, mais aussi de décoction, de mélange de micro-organismes, d'infusion. En même temps, c'est greffé dessus, pas à ma demande, mais à la demande des paysans, à la demande de mes collaborateurs. C'est greffé la formation professionnelle donc dans les chambres d'agriculture, les GAB biologiques, les CIVAM biologiques, ce genre de choses. Écrivain maintenant aussi, à la demande d'Éric Petiot, on a commencé à écrire des bouquins ensemble. Écrivain donc sur l'agriculture pour les professionnels. Et conseiller en agriculture, mais là ça c'est la partie bénévolat.
C'est-à-dire que dans notre travail, toujours, nous tous, dans ce réseau de l'agriculture naturelle, on travaille pour le bien commun, on a besoin d'une certaine économie. Donc forcément, chacun, soit des formations, soit des produits, soit des analyses, des diagnostics de sol, on gagne notre vie avec ça, c'est le nerf de la guerre. Et donc cette économie, moi je l'ai surtout par la vente de mes extraits fermentés, tisanes, décoctions. Et tout ce qui est conseil, ça c'est notre service à la vie en fait. On ne fait pas ce travail au départ pour gagner de l'argent. L'idée c'était d'aider à changer cette agriculture, donc un travail aussi de résistance. Parce qu'on sait très bien que cette agriculture conventionnelle, elle est dirigée en fait par les multinationales. Voilà, donc notre boulot c'est, on ne peut pas changer les choses par en haut, impossible, on n'essaye même pas. Par contre, à force de former, conseiller, 15 par 15 ou au téléphone un par un, là on arrive à changer comme une lame de fond. Une lame de fond qui ne se voit pas en fait. Une lame de fond ça ne se voit pas, ça se déplace sous la mer, mais à un moment, quand elle arrive près de la côte, ça devient une déferlante. Et on arrive bientôt, commence à arriver au stade de la déferlante, où vraiment, avant on était ridicule, et maintenant on est parfois même adulé. Donc c'est un travail qui permet de changer la société, et aussi d'avoir cette économie qui permet de continuer. On ne peut pas donner 30% de son temps de travail en bénévolat, sans avoir derrière les 70% qui peuvent nous permettre de le faire. Voilà. Ah, c'est beau. Magnifique. Ah, à chaque fois que j'arrive là, je crois que est-ce que ça a repoussé là, parce que d'habitude il y en a plein là, mais ils ont taillé comme des malades. Ah, non, ils ont taillé. Alors d'habitude les orties c'est plutôt dans les vallées, dans les endroits sauvages, complets. Mais là ils sont en fleurs, donc c'est que sur les repousses. Sur les talus. Ouais, sur les petites bords de route. Voilà. Où il y a des repousses. Ouais. C'est un peu monospécifique. Alors, pour un ortie et compagnie, quand ça a commencé, en 2010, c'était pas viable du tout. Ça a duré 5 ans. C'était vraiment une passion, c'était une envie de résistance aussi. Pourquoi j'ai commencé ce métier? Parce que c'était interdit. Ça c'est le breton qui se réveille. C'était interdit, c'est pas juste. J'avais de l'énergie à donner, donc je me suis lancé là-dedans. 5 ans sans gagner ma vie avec ma compagne, donc au RSA. On avait très peu d'argent, on a peut-être mangé même du riz et des lentilles pendant longtemps, avec des légumes du jardin, les huîtres, on est en Bretagne, les huîtres, les moules, protéines pas chères. Et ça nous a permis de tenir, d'investir petit à petit le peu de bénéfices qu'on faisait. Il y avait très peu de clients à l'époque. Et au bout de 5-6 ans, là, ça a commencé, grâce justement au conseil gratuit qui nous a fait une grande pub. J'ai jamais fait de com, jamais de publicité, et c'est nos patients, comme j'aime à dire, certains diraient clients, mais nos patients qui font notre publicité. Donc maintenant, Purin Ortie Compagnie, c'est redevenu une petite entreprise, mais pendant les 4 dernières années, c'était une SAS, c'est-à-dire que ça a continué à grimper, d'une histoire qui a commencé avec rien du tout. On s'est retrouvé avec un volume de 200 000 litres, un employé à plein temps, 3 employés à mi-temps, et là, j'ai commencé à devenir juste un gestionnaire, et ça m'intéressait plus. Donc l'année dernière, j'ai décidé de sabrer la SAS et de revenir à une micro-entreprise sans employés, et en continuant par contre à collaborer avec mon ancien employé principal, donc celui qui était en CDI, qui a monté sa petite boîte. Moi je l'ai aidé, je lui ai envoyé des clients, je l'ai emmené en formation pour qu'il puisse lui aussi devenir de meilleur en meilleur. Au niveau de la microbiologie, c'est lui vraiment le costaud, c'est lui mon maître, et sur tout ce qui est phytothérapie agricole, enseignement, c'est le contraire. Donc on se combine bien et on arrive à faire un duo assez exceptionnel. Eh ben, impeccable. 25. Eh ben, 25 et j'avais combien? Merde, j'ai 16. 16 et 25, bah 40. Nickel. Et t'es à combien? 4 kilos. 4 oh, Des... 4 kilos, c'est facile ça. Comment on dit déjà? Des clopinettes. Oh, il y a de clopinettes. Bon, tiens, je vais me faire une clopinette. Ah, j'ai pas pris mon tabac. Ah, avec une petite remorque, ouais, tu peux ramener 40 kilos à la fois, quoi. Oh, Môme! Salut, Môme!
Purin, étymologiquement, en fait, c'est animal. Donc c'est ce qui a été donné dès le départ, purin d'ortie, purin de consoude, purin de fougère. Et si vous arrivez devant même des journalistes ou au ministère de l'Agriculture et que vous parlez de purin, vous n'êtes pas très crédible. Donc on a changé la sémantique. La sémantique est toujours très importante. Et c'est devenu des extraits fermentés. Donc un extrait fermenté au plus simple, c'est de l'eau et des plantes qu'on met à macérer, donc à fermenter plutôt, dans une cuve complètement étanche, comme le vin, comme la bière, comme le cidre, et qui nous donne, suivant la température, au bout de 5-6 jours, au bout de 2 semaines, un extrait fermenté, qui ressemble même aussi à du cidre, ça se rapproche un petit peu du cidre sans les bulles. On est même dans notre boulot, on peut dire qu'on est œnologue pour extrait fermenté. Le goût, l'odeur, la couleur, la texture, le trouble, et on arrive à... On pourrait maintenant largement se passer de machine, on s'en permet pas parce que c'est pour les pros, on peut tout vérifier et tout, mais on pourrait maintenant faire sans machine, sans problème, avec tous les aspects que j'appelle l'organoleptique au niveau de l'extrait fermenté. Ça c'est génial. Ouais, trop bien. Et quand on a quelques connaissances et qu'on veut améliorer les choses, dans nos extraits fermentés, on rajoute des mélanges de micro-organismes, type les EM, donc les micro-organismes efficaces du professeur Teruo Iga. On rajoute de la lithofère aussi, de la lithofère de qualité. Donc là, c'est de la fermentation de sols de forêt, un petit peu, mais principalement de différents champs de culture, pour avoir une énorme diversité de micro-organismes. On rajoute du petit lait dedans aussi. Quelque chose qui est des fois pas entendable pour certains. On rajoute aussi des eaux sacrées. Mais si on veut un autre mot, des eaux telluriques. Tous les eaux qui sont ce qu'on appelle les sources sacrées sont sur des endroits en fait à haute énergie tellurique. Et elles prennent cette énergie et elles peuvent la redistribuer donc à nos extraits fermentés. On peut s'en passer, nous on aime bien s'amuser et puis on s'ennuierait aux plantes, au bout d'un moment on s'ennuie. Donc on est toujours à essayer d'améliorer, de magnifier, de multiplier les micro-organismes qu'il y a dans les extraits fermentés. Uniformiser toute l'eau et du coup au départ j'ai encore du stock d'eau sacrée mais c'est pas la peine de tout gaspiller et c'est l'information qui compte, donc plus tu descends au CH, plus ce sera fort. Ouais. Oui, le principe de l'homéopathie. Voilà, exactement. Alors les extraits fermentés, différentes fonctions. C'est pour ça qu'on les utilise facilement dans un mode vraiment pluridisciplinaire. On peut faire plein de choses avec. Mais au niveau microbiologie, pendant la fermentation, en fait, vont se multiplier des levures, des bactéries. On va aussi créer des vitamines, dans certains cas des antibiotiques, mais là en microbiologie, donc des levures, des micro-organismes en vraiment une grande quantité de familles, différentes familles. Et si on rajoute les EM, les lithofères, on va encore multiplier les micro-organismes. Et ces micro-organismes, c'est ce qui va nous permettre en fait de relancer les sols. Un sol pour passer des minéraux que les plantes ne peuvent pas manger. Une plante, comme je dis souvent, ça ne mange pas de cailloux. C'est comme les humains, on ne mange pas de cailloux. On peut manger des sels minéraux. Les plantes peuvent absorber des sels minéraux, mais pas des cailloux, pas des minéraux. Qu'est-ce qui fait passer des minéraux aux sels minéraux? C'est les micro-organismes. C'est donc les micro-organismes qui vont faire ce qu'on appelle la minéralisation. Et c'est cette minéralisation, donc les sels minéraux, qui peuvent être absorbés par les plantes. Donc un sol qui est exempt de micro-organismes, ou presque, 80% des sols français maintenant, grâce à la chimie de synthèse particulièrement, au labour profond, ce genre de choses, les sols à nu. Donc 80% des sols français, et on ne parle pas des autres, sont presque stériles. Ça veut dire que quand on mesure la conductivité, c'est celle qui nous permet de voir le taux à peu près de micro-organismes, cette conductivité elle est proche de 0. Elle était autour de 3 il y a 10-15 ans. On est arrivé à une moyenne de 0,2, 0,3 et souvent 0,02, 0,3 Siemens par mètre, c'est la mesure. Ce qui veut dire qu'on a perdu entre 10 et 100 fois le taux de micro-organismes qu'on avait il y a 20 ou 30 ans.
C'est ce qu'on appelle la destruction des sols. À partir de là, on ne peut plus minéraliser et donc les plantes ne peuvent plus se nourrir. Et c'est là qu'on apporte du soluble, donc de la chimie de synthèse, du NPK, donc ce qu'on appelle les engrais donc, de synthèse, pour compenser. Ils sont solubles, il n'y a pas besoin de minéralisation, c'est absorbé rapidement par la plante. Mais on va obtenir grâce à ces produits la destruction des sols et les maladies sur les plantes. Donc le retour à l'organique est indispensable pour une agriculture de qualité avec des sols vivants. Voilà ce qu'on peut avoir comme rapport entre les extraits fermentés et les micro-organismes. Le couvercle. Et voilà. Il n'y a plus qu'à gonfler, et même sur la plupart du temps, sur les cuves de 1000 litres, les 2 premiers jours, ou 1 jour, ou 2 jours, on gonfle, mais on laisse un tout petit espace, pour que ça dégorge pas trop. Autrement, avec l'air, il y a le liquide qui sort. Donc là, on fait... En général, je laisse... Là, c'est de l'eau qui est à 18-20 degrés, donc ça va aller un peu moins vite que quand on est à 25. Donc je vais bien fermer. Et ce soir, je vais rouvrir un petit peu, mais juste dégonfler un peu la chambre pour qu'il y ait 2 mm quoi, pour passer l'air. Et voilà. Voilà, donc on va faire un mélange là avec, combien on en a? On a donc luzerne, il y avait là, on a de l'ortie, de la laminaire, les algues, de la consoude et de la fougère. Et en plus les mabs, donc le mélange on considère qu'il y a à peu près une centaine de micro-organismes différents dedans. C'est ce qu'on appelait avant aussi la lithofère, mais la lithofère c'est que de la litière forestière et il s'est fait qu'on n'est pas là pour faire de la forêt, quoi. Donc ok, il y a un peu de litière forestière, mais il y a surtout de la terre prise dans différents endroits pour avoir des biotopes, mais des endroits cultivés comme ça. Si on parle à l'hectare, le traitement habituel en foliaire, c'est ce qu'on va faire les deux, hein, mais en foliaire, on va travailler avec 5 litres d'extrait fermenté de chaque, sauf laminaire, on paie un peu moins. Et donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai au moins 5 extraits fermentés, ça veut dire que je vais pouvoir travailler au moins en foliaire à 25 litres à l'hectare. Et si je travaille au sol, je vais doubler, mettre 10 litres à l'hectare de chaque, donc on peut monter à 50 litres à l'hectare. Un litre de consoude. Pour ceux qui ne savent pas, un bidon comme ça, le mieux, une fois qu'il est entamé, c'est de le presser, chasser l'air. On remonte le niveau jusqu'en haut, comme ça on n'a pas d'oxygène dedans. Et là on peut le garder comme ça, comme un bagging box en fait, au fur et à mesure tu l'écrases, ce qu'on ne peut pas faire sur cela. Voilà. Donc là-dedans il y a aussi des bactéries lactiques, enfin, un sacré micmac. On a mis ça, et maintenant je vais rajouter pour nourrir les micro-organismes, mais en même temps on sait que le miel ou le sucre, mais le miel c'est mieux, ça va développer la résistance des végétaux, leur capacité de défense. Et en même temps on nourrit les micro-organismes. On travaille à 100 grammes hectare. Entre 0 et 10 grammes même, là c'est plus de la... On nourrit plus, on crée de la confusion sexuelle. En gros, monsieur papillon, il n'a plus envie d'aller voir madame papillon, donc il n'y a plus de bébé papillon. Donc plus de chenilles. Alors évidemment, les producteurs de miel, au début, ils faisaient la gueule, ils disaient quoi, vous pulvérisez du miel sur les sols et tout. Mais en fait, on crée de la demande avec ça, parce que plein de paysans s'y mettent. Et quand on crée de la demande, il faut plus de producteurs, donc c'est très bien. Une dynamisation qui va nous permettre d'une, ça peut faire baisser le redox, l'oxydation. Donc c'est meilleur que... Moins c'est oxydé, mieux c'est. Et la dynamisation, c'est pas tourner dans un sens, c'est vraiment dans les deux sens. Tu fais un vortex dans un sens, et une fois que le vortex est créé, tu repasses dans l'autre sens. Et c'est quand la vraie dynamisation, c'est quand tu changes de sens que se crée en gros l'explosion de la macromolécule d'eau.
Une bonne dynamisation, on peut augmenter de 20 à 30% les effets. Ce qu'on fait beaucoup en biodynamie aussi. Du coup, j'aurais dû dynamiser même avec l'eau. Bon, c'était pas mal de le faire avant, mais avec l'eau, c'est encore mieux. Voilà, professeur Tournesol. Ça, en fait, on va commencer par le petit. Ouais. Donc, c'est un pulvérisateur à dos, à main, que tu t'attaches comme ça. Et par contre, c'est de la super qualité. Parce que les trucs pas chers, ça fait une pulvérisation grossière avec des grosses gouttes, alors qu'on veut quelque chose de fin pour pas en mettre trop. Sur cela, ça permet de faire ce qu'on appelle du bas volume d'eau, pas mettre trop d'eau, c'est plus efficace. Et quand on passe à ça, donc 5 litres, bon bah, tu peux pas faire des grosses surfaces. Donc quand on veut faire de la plus grande surface, ou là, quand je fais la vigne ici, si je la fais avec celui-là, faut que je prenne l'échelle, que je monte sans arrêt. Alors que là, en 1 minute, c'est fait. Ouais, voilà, ça c'est un pulvérisateur et ça c'est un atomiseur. Le principe est tout bête. T'as un moteur qui va créer de l'air pulsé. L'air pulsé, il arrive ici. C'est un peu comme les trucs pour pousser les feuilles mortes, là, pareil. Et par gravité, le liquide, on va le mettre là. Et ça va passer par le tuyau et ça va arriver dans l'air pulsé. Il fait que c'est pulsé à toute vitesse et ça permet ça, on peut descendre à 30 litres d'eau hectare en travaillant avec ça. Donc de bas volume d'eau, donc meilleure qualité. Allez. Un bon cocktail. Donc ah oui, que le petit il peut servir aussi sur une serre par exemple, ou même dans le jardin, à pouvoir cibler. Si tu mets avec l'atomiseur partout et que tu as des endroits où tu as des maladies ou des pucerons, ça va multiplier les maladies et les pucerons. C'est bourré de sucre, d'acides aminés, de choses comme ça qui vont nourrir. Donc avec le petit, ça permet de cibler et de pas mettre, par exemple, des extraits fermentés. Là, j'ai des pieds de tomates où il y a quelques taches de mildiou. C'est pas d'extraits fermentés qu'il faut mettre, ça va le nourrir. C'est de la décoction de prêle, on va brûler. Donc ça permet de doser et de faire du ciblé. Alors que l'atomiseur, lui, ça dégomme. Et hop, donc un petit tour dans la serre pour faire du ciblé. Voilà. On voit là les tomates, c'est pas grand chose, mais il y a des petits débuts d'attaque comme ça. Donc si on a... Bon, c'est sec parce que j'ai mis de la décoction de prêle il n'y a pas longtemps. Mais comme il y en a un petit peu, là on voit encore. Voilà. Mais par contre, la décoction de prêle, voilà ce que ça donne. La maladie est morte quand même, elle est sèche. Mais par contre, ce serait imprudent de mettre des extraits fermentés pour l'instant. Ça pourrait relancer la maladie, comme là. Voilà. Ça aussi c'est mort, à chaque fois. Après la décoction de prêle, résultat, ça part en miettes. Tu vois, là aussi. Tac. Donc ça, c'est bon, c'est mort. Je serais un peu peut-être brûlé, je mettrai des extraits fermentés, mais je vais pas le faire. Bon, les autres, elles sont en pleine forme, donc on va les aider. On peut en même temps faire les plantes et aussi le sol. Là j'ai pas mis de cuivre, on peut mettre un petit peu, nous on met des toutes petites doses de cuivre. Et c'est surtout pour développer la synthèse des protéines dans la plante, c'est un oligo-élément intéressant. Donc de temps en temps on met du cuivre, mais des toutes petites doses, on travaille à entre 50 et 100 grammes à l'hectare de bouillie bordelaise, donc c'est que dalle. Ouais, il y a les sulfates et les hydroxydes, il y en a d'autres même. Et les sulfates, toutes les terminaisons en hâte, ça veut dire un manque d'électrons. Manque d'électrons, ça veut dire oxydation, et oxydation c'est le domaine de maladie. Donc on préfère en règle générale les hydroxydes de cuivre. Voilà. Là, c'est les genoux. Je ne sais même pas s'il y aura assez de saison, parce que je les ai plantés tard, ceux-là. Et là, ce que je fais, je suis en train de les nourrir avec tout ce que j'ai mis dedans.
les nourrir, stimuler les défenses de la plante, protéger, mais c'est du préventif tout ça. Là, les extraits fermentés comme ça, s'il y a une chlorose, qu'on voit les feuilles qui jaunissent, on peut éliminer une chlorose en 48 heures avec ça. Comme c'est biodisponible, c'est tout de suite assimilé par la plante. Et en même temps, on a l'odeur d'ortie, on va attirer aussi les auxiliaires. Donc les extraits fermentés, c'est vraiment en mélange, comme ça, c'est multifonction. On joue sur l'électromagnétisme aussi, donc pH redox, puisque quand ils sont fabriqués, mesurés, qu'on connaît tous les produits, ils ont un pH et un redox parfait. Résultat, ça permet de baisser si la plante est un peu trop oxydée, de baisser un peu le pH s'il est trop élevé. Malgré tout ce qu'on a fait, j'avais consommé que 10 litres, un truc comme ça. Et la vitesse à laquelle on peut travailler avec ça. Il y a déjà la vitesse, on en parlait tout à l'heure, quand on est professionnel. On prend l'exemple d'un maraîcher qui a des serres de 500 mètres carrés de tomates, ou des vergers, mais enfin on va prendre la tomate, avec un pulvérisateur à dos, normal. Donc pas un atomiseur mais un pulvérisateur, il faut compter minimum 3 quarts d'heure pour faire une serre de 500 mètres carrés. Et on ne le fait pas bien parce qu'il faut toucher, le top c'est de toucher la surface inférieure de la feuille. Les stomates, les trous d'absorption, ils sont là. Et donc si tu fais une pluie lourde, bah, ça touche surtout la surface supérieure de la feuille et peu. Donc le traitement est moins efficace et on n'est pas en bas volume d'eau. Et il faut donc, j'ai dit 3 quarts d'heure. Avec un atomiseur comme ça, j'ai fait 7 minutes. Ça veut dire que on va le faire, parce qu'autrement, tu as 4 serres de 500 mètres carrés, il te faut carrément 3 heures pour le faire. Tomate, c'est sensible, 2 fois par mois minimum, plus la décoction de prêle, plus tu vas te retrouver vite fait avec un grand paquet d'heures de boulot, et la plupart du temps, tu vas pas le faire, peu. Alors que si c'est 7 minutes, même en fin de journée, tu le fais. Donc l'avantage, et même cet engin-là, même si c'est un investissement, c'est autour de 800 € la bébête, celui-là a 10 ans, jamais en panne, rien. Et même pour un particulier, mais qui aurait un grand verger par exemple, ou un grand potager, c'est un bel investissement parce que il va faire ces traitements. Alors que c'est pareil, vas-y, quand tu as des arbres de 10 mètres de haut ou de 8 mètres de haut, vas-y pour les traiter, tu peux pas. Alors qu'avec ça, on a vu l'air pulser, il va pulser, puis ça monte, et ça monte le liquide jusqu'à 12 mètres de hauteur. Donc tu peux faire des grands arbres sans problème. Alors qu'avec un pulvé à dos, tu peux pas, c'est pas possible.
Là c'était parti plutôt pour du foliaire, hein. Donc avec la dose pour le foliaire mais bien costaud. Et au pied de chaque arbre j'ai aussi pulvérisé le sol. Et puis quand j'ai vu que là j'avais fait tous les arbres qui étaient ici, qu'il me restait encore 4-5 litres, là j'ai mis sur un volume un peu plus important et j'ai fait le sol. Comme on vient de travailler le sol à la sous-soleuse, pas retourné mais juste ouvert le sol. Là, il est mort le sol, hein. C'est un sol qui était conventionnel avant, donc pas de conductivité, pas de micro-organismes, compacté, il tient pas l'eau, enfin tout ça. Et donc en rajoutant maintenant des micro-organismes, ça va permettre de réaérer le sol, ils vont faire le boulot, de retransformer, de manger la matière organique et de faire en sorte que le sol soit plus à même aussi d'accueillir l'eau. Pourquoi là en ce moment tout le monde se plaint, la sécheresse, ouais mais il y en a, ils s'en sortent. Hein. Et c'est qu'à force de faire du conventionnel, les sols sont morts. Et qu'est-ce qui fait ce qu'on appelle le sol en couscous, tu sais, en petites granules là. En fait, c'est les micro-organismes qui entourent chaque petit bout de terre de leur déjection, de leur mucus. Et ça fait quelque chose qui retient l'eau énormément. Quand tu n'as plus de micro-organismes dans le sol, ça donne, il pleut et les rivières sont marrons. C'est pas normal, les rivières ne devraient pas être marrons. Si les rivières sont marrons, c'est que la terre... Il n'y a rien qui lie toutes les particules. Et ça, c'est le boulot des micro-organismes aussi. Donc si tu n'as pas de micro-organismes, tu as des plantes super faibles et il n'y a pas de concurrence. Quand une maladie arrive, c'est un peu comme avec le staphylocoque doré dans les hôpitaux. Tu signes une décharge en entrant, si tu vas te faire opérer, c'est quand même 8000 morts par an, quoi. Ça fait quand même un sacré paquet. 8000 morts par an à cause de ça, et c'est dû à la stérilisation à outrance. Parce que on stérilise tout, donc il n'y a plus un micro-organisme. Donc quand un staphylocoque ou autre chose résistant, qui lui il arrive à résister parce qu'il a appris, arrive dans le truc, il a envahi l'hôpital. Et là c'est le carnage. Donc les Japonais l'ont prouvé en travaillant avec les micro-organismes efficaces, les EM. Dans certains hôpitaux, ils ont pulvérisé des micro-organismes efficaces. Plus de maladies nosocomiales. Fini. 8000 morts quand même. Mais il faudrait quand même pas nous donner raison. Et tu vois, imagine en France où on est très allopathique et très médecine dure, si avec des micro-organismes on évite 8000 morts, merde, c'est quand même... c'est pas quelque chose de bien à dire pour les multinationales. Comme d'habitude, pour l'agriculture, pour la santé, même combat. D'ailleurs, ça tu la connais souvent, mais on n'arrête pas de la répéter, c'est là pour faire comprendre. Il y a un agriculteur, il est mort depuis, le pauvre, il avait une leucémie. Et donc il disait, ma leucémie est due au produit que j'ai pulvérisé. Voilà. Maintenant je suis soigné pour ma leucémie avec de la chimiothérapie. Et donc ceux qui m'ont vendu les produits sont les mêmes que ceux qui fabriquent la chimiothérapie. Et dans les deux cas, ça c'est moi qui rajoute, dans les deux cas, le premier cas, donc les produits agricoles c'est subventionné par la PAC agricole. Donc c'est le PAC agricole, ça passe dans la poche du paysan, puis après direct aux multinationales. Et dans le deuxième cas, la santé, c'est subventionné par l'assurance maladie. C'est tout bénef. Moi, j'ai travaillé avec des esters. Comment, une fois que mes pucerons sont morts, pas quand ils sont vivants, comment je pourrais revenir, relancer la croissance avec un extrait fermenté, ce qu'on a vu un peu en raccourci, mais vraiment avec le bon pH, le bon redox et si possible une bonne conductivité. C'est vers ça qu'on vous emmène tout doucement. Faire ce que l'on appelait communément un purin d'ortie, un purin de consoude, etc., c'est pas suffisant. Vous allez voir qu'il y a toute une technicité qui s'est greffée là-dedans. L'idée, c'était pas d'être original, mais c'était plutôt d'être en adéquation avec les réels besoins du végétal et du sol. Et paradoxalement, on ne l'était pas. Donc voilà, vous pourrez sentir l'hélicryse. Alors j'ai un parcours un petit peu hétéroclite, dans le sens où j'ai d'abord fait des études horticoles en espace vert. J'étais passionné par la création des jardins. Et puis ensuite j'ai appris à dessiner en fait des jardins, donc dans une école à Chambéry. En dehors de ça, ensuite j'ai fait une école d'arboriculture fruitière. Et puis après je suis parti dans les études en biochimie
ethnopharmacologie. Et puis ensuite j'ai arrêté tout ça, j'ai voulu reprendre des études à Angers horticole, d'agronomie. Et à Angers ça ne me correspondait pas du tout en fait. J'ai très vite compris, et sans jugement, pour moi c'était un postulat qu'on pratiquait une agronomie morte. Donc j'ai quitté ce type d'études et je suis parti dans des études non pas en quête de reconnaissance, mais plutôt en quête de connaissance. Et pour moi ça demandait beaucoup de courage pour plus être reconnu par l'État, ou même par les membres de ma famille, mais plutôt aller chercher des formations. Donc j'ai fait naturopathie, médecine chinoise, phytothérapie et médecine ayurvédique en fait. Donc j'ai ce parcours-là, et puis j'ai fait une formation en biologie de l'arbre, où là on m'a emmené dans ces études-là, aussi bien à l'INRA de Clermont-Ferrand, en physiopathologie à Fontainebleau, l'université à Montpellier en fait, sur tout ce qui est architecture de l'arbre avec, je crois que c'était Thierry Caraglio, Yves Caraglio, je crois, quelque chose comme ça. Enfin c'était à la rencontre de personnages qui étaient pour moi hors du commun, parce qu'ils n'avaient pas été façonnés au travers d'un monde ordinaire, la norme. C'est plutôt des gens qui avaient eu cette capacité, des scientifiques, d'aller chercher la connaissance de l'arbre par le visuel, par l'intuition, le sens de l'observation, et étudier du vivant en fait. C'est surtout ça qui est important, c'est des gens qui avaient appris à étudier le vivant et non pas à étudier des cellules mortes et à partir de ce postulat en déduire une forme de biologie un peu inerte. Donc c'est ce qui m'a un peu propulsé, oui moi de mon côté aussi au labo ensuite, à étudier le vivant et non pas des cellules mortes quoi. Donc j'ai réfléchi ensuite à des solvants, des choses comme ça qui me permettaient de ne pas tuer le vivant en fait. Alors là on a deux extraits fermentés, un extrait fermenté de consoude et un extrait fermenté d'ortie ici. Et on va mesurer le niveau paramagnétique de ces fermentations en fait, pour voir s'ils ont toute capacité aussi à faire en sorte que les micro-organismes puissent se développer. Ça c'est important. Et puis ensuite on mesurera, on va plutôt analyser en microscopie, voir un petit peu la diversité en termes de bactéries et de micro-organismes qui peuvent évoluer dans ce type de fermentation. Voilà, parce que chaque fermentation va faire en sorte que tu auras des bactéries différentes, dans l'idée de réensemencer nos sols au travers de toute cette diversité. Plus il y aura de diversité, plus il y aura d'autonomie en fait. Ok. Alors forcément pour moi ça a été très vite, ça a fait partie des fondamentaux on va dire en termes d'agronomie, parce qu'en 1990, là j'ai fait mes premières fermentations de plantes, suite à des travaux qui avaient été faits par des bonnes sœurs à Dorna en Allemagne. Donc j'avais récupéré les travaux dans une revue qui s'appelle Les 4 saisons du jardinage. J'avais trouvé ça juste extraordinaire et donc j'avais récupéré les travaux de ces bonnes sœurs. Et en 90, j'ai fait, avril 90, mes premières fermentations. Et puis 5 ans après, j'ai monté mon labo et j'ai commencé à analyser un peu la vie de ces fermentations de plantes. Il y a souvent une grande diversité dans les ferments. L'idée c'est d'arriver à un bon grossissement pour arriver à les déterminer, ça c'est un énorme travail quoi. Mais selon les différentes fermentations, on va retrouver des bactéries qui sont totalement différentes. Et donc qui vont avoir une action différente sur le sol. On va retrouver dans des ferments des bactéries qui vont plutôt être utiles au printemps, en termes de croissance pour la plante, et puis d'autres plutôt pour le système de résistance en automne. Donc à nous de placer les bonnes fermentations entre le printemps et l'automne en fait, afin de déterminer si on veut favoriser la croissance ou la résistance de la plante en fait. Et j'ai commencé à analyser aussi les paramètres électromagnétiques grâce à un groupe de travail qu'on avait monté à l'initiative de Michel Barbeau. Il y avait Jeanne Rousseau, Jacqueline Bousquet du CNRS. À partir de toutes ces analyses, il m'est apparu évident d'analyser les micro-organismes, mais sur un autre angle en fait, pas au travers de ce qui avait été fait. Et c'était pas dans l'idée d'être original, c'est j'avais vraiment conscience qu'il manquait quelque chose en termes d'énergie. Donc ça m'a demandé 20 ans en fait. J'ai compris que
Dans l'analyse des micro-organismes qu'on retrouvait dans les fermentations de plantes, il y avait des choses très très particulières et qui concouraient à l'énergie justement des fermentations. En fait, on a un centre de formation et nous avons généralement toutes les années. Alors ce que je pourrais mettre déjà en exergue, c'est que selon les bactéries et les champignons qui constituent les ferments de plantes, il y a déjà un dégagement d'énergie. Donc en fait, on sait que ces micro-organismes sont susceptibles de se développer selon certains types d'énergie dans les fermentations. Donc des énergies magnétiques, des énergies électriques, de multiples énergies qui permettent à ces micro-organismes de se démultiplier. Et sans ces énergies, il est impossible pour certaines bactéries de se développer en fait. C'est fondamental de le comprendre et c'est aussi pour ça qu'on a perdu certaines bactéries parce que ces énergies-là ont été détruites majoritairement par l'usage des molécules de synthèse chimique en fait. Alors, qu'est-ce que le paramagnétisme? Alors déjà, c'est une mesure énergétique qui est employée en physique, en archéologie, et depuis une trentaine d'années en agriculture, grâce à un scientifique qui s'appelait Phil Callahan. Le paramagnétisme, on pourrait déjà commencer par dire que c'est la capacité d'une substance à s'orienter vers l'électromagnétisme terrestre à une vitesse donnée. C'est-à-dire, si je fais une analogie, c'est presque un raccourci, mais ça peut aider les gens. Si je prends une boussole et que je m'oriente en direction du sud, par exemple, l'aiguille qui est en ferrite va s'orienter en direction du sud. Et si je me déplace avec la boussole en direction du nord, là on va mesurer en grades ou en degrés un déplacement de l'aiguille. Ça c'est un angle magnétique, c'est un champ magnétique. Là on mesure ça en grades et en degrés. Par contre, le paramagnétisme, on va mesurer la vitesse de déplacement de l'aiguille du sud au nord. C'est une vitesse d'aimantation d'un point A à un point B. Là, ici, en l'occurrence, entre le pôle sud et le pôle nord. Et au plus l'aiguille va se déplacer rapidement, au plus je serai paramagnétique. Au plus je serai paramagnétique, au plus il y aura de vie. Et au plus il y aura de vie, au plus je serai paramagnétique. Car la vie est infiniment paramagnétique. Et après, il y a des formes de vie qui sont plus paramagnétiques que d'autres, en fait. Et j'ai pour habitude de dire que le paramagnétisme, c'est la colle de la vie, en fait. C'est ce qui permet à la vie de se développer. Voilà, on est à peu près à là, plus 45 CGS en fait. D'accord. Et donc ça veut dire que... Bah, pour une fermentation, c'est juste presque incroyable, exceptionnel. Dans le sens où la moyenne, c'est entre plus 5 et plus 10 CGS. Donc ça veut dire que quelquefois on tombe sur des richesses minérales qui sont plus importantes que d'autres. Ça provient vraiment de la provenance de la plante en fait. Par exemple, si tu cultives de l'ortie ou de la consoude sur un sol calcaire, c'est complètement jouable, agronomiquement parlant, mais c'est des sols qui sont à peu près à plus 20 CGS. Donc c'est une forme d'anomalie naturelle pour moi en termes de géologie. Alors que si tu cultives ça, je sais pas, dans les terres de la Limagne, dans le Massif central, tu as des terres qui sont à plus de 2250 CGS. Ça, en fait, tu vas le retrouver dans ta fermentation, c'est indéniable. Donc c'est aussi comment tu peux déterminer la qualité de ta fermentation par rapport à l'endroit où tu vas cultiver ou chercher tes plantes pour réaliser les modes préparatoires. Sur la Terre, on a deux champs, le paramagnétisme et le diamagnétisme. Voilà. Et là, le diamagnétisme, c'est l'incapacité d'une substance à s'orienter vers le champ électromagnétique terrestre à une vitesse donnée, si vous voulez. Et donc là, on va retrouver les molécules de synthèse chimique qui sont utilisées en agriculture, mais on a aussi des matériaux naturels qu'on retrouve sur la croûte terrestre, notamment la silice, par exemple, qui est très diamagnétique. On a aussi des atomes qui sont très diamagnétiques, comme l'hydrogène, par exemple.
Et puis d'autres atomes qui peuvent être paramagnétiques, donc le magnésium, le carbone, l'oxygène, qui sont paramagnétiques. Il apparaît dans certains micro-organismes, certaines bactéries. Il y a à l'intérieur de ces cellules ce qu'on appelle des microcristaux de magnétosomes. Et ces magnétosomes, qui sont des microcristaux de grégite ou de gégite ou de magnétite, qui sont des minéraux, on peut le dire comme ça, voilà, génèrent une forme de biorésonance avec un matériau très particulier et bien d'autres, mais celui-ci bien au-dessus de la norme, c'est le basalte en fait, ce qui crée une forme de susceptibilité magnétique entre les bactéries et cette roche. Mais ça se passe aussi avec le grès. On a des formes de grès qui sont très paramagnétiques, pas autant que le basalte, mais on a dans certaines roches une forme de biorésonance. Et on retrouve des basaltes à plus 600 jusqu'à plus 11 000, j'ai entendu 15 000 CGS aussi. Et donc ces fameux magnétosomes vont résonner avec les constituants du basalte. Et les constituants du basalte ont du magnésium, qui est très paramagnétique, de la silice, qui va jouer une forme d'isolant par rapport au magnésium, parce que la silice est diamagnétique, donc elle ne résonne pas avec les magnétosomes des bactéries, si vous voulez. On va retrouver du cobalt, quelquefois, du molybdène, du manganèse, et on retrouve donc des oligoéléments qui sont effectivement très paramagnétiques. Et je pense qu'il y a une réciprocité entre ces micro-organismes qu'on ne retrouve pas tous dans les ferments de plantes et les constituants du sol, qui permettent justement, comme je disais, cette forme de susceptibilité magnétique. Donc c'est comme une cadence, c'est comme une horloge, qui permettent justement aux micro-organismes de se démultiplier. S'il n'y a pas cette énergie, les micro-organismes ne peuvent pas se démultiplier. Et ça, c'est très important. J'ai pour habitude de dire qu'entre les magnétosomes qui constituent le noyau cellulaire de certaines de ces bactéries et certains constituants des roches, c'est la colle de la vie en fait. C'est ce qui permet à ces bactéries de se démultiplier au travers de cette énergie qui est dégagée par le sol en fait. Là il y a 5, 10, là il y a 20, et là il y a 50. Ouais, c'est juste. Donc là c'est les différents horizons du sol, Voilà. Différentes strates. Et voilà, on va faire la mesure ici. Alors, première partie, 32. La force vitale. Voilà, avec l'appareil de Reich. Ok, alors. Voilà, là j'ai fait le mélange des trois couches de sol. Et ça fait donc 45 grammes. Et on met ça sur l'appareil qui me donne 53% d'énergie vitale. Ce qui est moyen. moyen. Alors qu'est-ce que j'ai pu observer en termes de facteurs paramagnétiques tout au long de ma carrière? J'ai commencé véritablement à mesurer les champs électromagnétiques dans les années véritablement 97-98 et j'ai vu énormément de facteurs électromagnétiques se dégrader tout au long de mes analyses de sol. Alors, le premier paramètre qui n'a pratiquement rien à voir avec le champ paramagnétique, mais je pense que c'est important d'en parler, c'est la conductivité. Et on va voir qu'il y a un lien indirect quand même avec le paramagnétisme. Donc j'ai mesuré des conductivités dans les années 95 qui étaient à peu près à 2,47, 3,25 Siemens par mètre. Maintenant la moyenne c'est 0,30. Voilà, au niveau national, en céréales et en viticulture. Et il y a un lien très très proche avec la vie du sol, les macro et les micro-organismes. Et surtout les micro-organismes.
Et en ce qui concerne les champs paramagnétiques du sol, on avait une moyenne sur la planète à peu près de plus 300 CGS. C'est issu du basalte qui est sur l'ensemble du manteau terrestre, donc c'est pas un matériau exogène, c'est une roche jeune, volcanique, c'est une roche éruptive, donc effectivement très paramagnétique et qui se devait de maintenir le paramagnétisme de la planète, mais par l'usage des molécules de synthèse chimique qui elles sont à contrario très diamagnétiques, on s'est retrouvé progressivement avec des sols qui ont perdu cette énergie-là, qui permet que la vie se développe. Et j'ai vu des sols progressivement à plus 300, dégringoler à plus 100, jusqu'à venir à moins 600 CGS. Donc maintenant on a des sols qui sont effectivement très diamagnétiques, parce que c'est des sols qui ont été désherbés au gasoil, au Roundup, sur des centaines d'hectares. On sait qu'un sol pauvre est entre 0 et plus 100 CGS, et la majorité des sols, c'est 80% des sols, ils sont à plus 30 CGS. On a très peu de sols qui dépassent les plus 100 CGS, en dehors des sols qui sont près des volcans, qui sont entre plus 600 et plus 2250 CGS, quoi, voire plus quelquefois, quoi. Je peux donner un exemple, j'ai beaucoup travaillé à l'île de la Réunion, et il y a 25 ans en arrière, je mesurais des sols à plus 8860 CGS. Je suis retourné avec mon fils au même endroit, et sur les mêmes sols, on a mesuré des sols à plus 800 CGS. Voilà, donc c'est des sols qui ont été ruinés à coups de glyphosate et fongicides, insecticides pour les cultures d'ananas, de bananes, avec des produits qui sont même maintenant là très largement interdits, mais on continue à les utiliser. Nous, on utilise une analogie assez parlante, on va dire qu'on a beaucoup de sols qui ont fait des burn-out en fait, qui sont même incapables maintenant, s'ils recevaient un compost biologique, de les accepter, de les digérer. C'est un constat qui est triste, mais je pense que c'est très important de le prendre en considération, parce que c'est pas pour moi un défi, j'aime pas les défis, j'ai pas envie de définir mes actions agronomiques en termes de défis, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire en termes de vivant, et si on comprend ce qu'est la mort, on peut comprendre ce qu'est le vivant. Et les molécules de synthèse chimique engendrent la mort en termes d'énergie, ce qui fait que les bactéries n'arrivent pas à se développer. Donc l'idée, c'était de faire en sorte de réincorporer du paramagnétisme dans le sol, afin que les micro-organismes du sol puissent se redévelopper, puissent se réinstaller, c'est-à-dire réensemencer des sols qui avaient une énergie d'accueil, car cette énergie paramagnétique avait été très largement détruite, quoi. Donc ça demande tout un regard différent en termes d'agronomie. Ça demande aussi une acceptation de changer de regard et opérer un virage sur une méthodologie qui est tout autre, et j'espère transitoire, mais qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a appris à l'école. Ça, c'est clair. Encore un peu lourd. Là, c'est peut-être 100 litres. C'est bon. Voilà. Comme ça coulera un petit peu plus vite. Celle-là n'est pas prête encore. Avec les Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. C'est l'année que je
Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, 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 Jai Ram, Jai Jai Ram. 1, 2, 3, 4, 40. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Senti seul. Par rapport à ce métier, je suppose. Par rapport à la société, au début, seul, même pas. Même pas vraiment. J'ai eu la chance de commencer en fait en 2010. La guerre de l'ortie avait déjà eu lieu en 2006, quand Éric Petiot s'est retrouvé au tribunal pour avoir enseigné des méthodes non autorisées aux paysans. Et donc il y avait déjà eu quand même beaucoup de travail de fait. Par contre, dans ma région, en Bretagne, qui est quand même très conventionnelle, il est évident que je ne suis pas prophète en mon pays. J'ai fait plus de 80 formations en France, et en Bretagne, pour l'instant, j'en ai fait que 3. Donc dans ma région, quand j'ai commencé, oui, on m'a pris pour un fou. On m'a dit ça va jamais marcher, les paysans ils rigolaient, c'était ridicule. Et puis au bout de quelques années, quand ils ont vu les volumes qu'on arrivait à sortir, les employés, la réputation de l'entreprise, on va dire le ridicule s'est transformé en jalousie, dans beaucoup de cas. Parce que réussir pratiquement sans terre, puisque c'est des cueillettes sauvages, à monter une entreprise et être connu dans toute la France, là ça commençait à perturber. Mais autrement, dans le sens général, seul non, parce qu'en fait, en arrivant chez Éric, en 2010, pour ma première formation, j'ai rejoint ce réseau informel. Un réseau qui est grand, qui est entre guillemets puissant, j'aime pas trop ce mot, mais qui a beaucoup de capacités, mais qui en même temps est complètement informel. C'est-à-dire que comme certaines parties de nos travaux sont non autorisées, parce que tout simplement des lois édictées par les multinationales de la chimie, tout simplement, comme il y a beaucoup de choses non autorisées, on est obligé de... On travaille, mais on reste quand même, comme on dit, informel, pour ne pas, on ne peut pas être attrapé. On n'a pas de chef, ce qui évite aussi les montées d'ego, ce qui évite que le vizir veuille être calife à la place du calife, ce qui évite aussi les guerres de clans, les problèmes. Pas de chef. Donc personne ne peut être attaqué aussi réellement, puisqu'on n'a pas de chef. On est tous un réseau et on communique en direct, toujours. Il n'y a pas d'histoire de page Facebook, de choses comme ça. On préfère travailler en direct, au téléphone, par mail. Ça nous permet de garantir une certaine liberté dans nos travaux, dans nos écrits, dans nos paroles. Donc, jamais seul, comme tu disais. Non, jamais seul. Jamais seul au niveau du boulot, parce qu'on est vraiment un réseau très soudé, avec beaucoup d'amis masculins, beaucoup d'amis féminines. Et jamais seul autrement non plus, parce que on pourrait finir presque là-dessus. N'oublions jamais que on est tous reliés à cet univers. On peut le croire ou ne pas le croire, c'est pas grave. Il suffit juste de l'expérimenter. On est reliés à tout cet univers, donc seul. On ne peut pas être seul quand on est l'univers. Est-ce que je me suis déjà senti seul? C'est une très belle question. Elle est presque de l'ordre métaphysique. Alors j'ai envie de dire qu'il m'est apparu quelquefois une grande solitude, mais dans cette solitude il y avait aussi de la détresse et de l'espérance. Et j'ai pour habitude de dire que quand il y a de l'espérance, il y a de la méconnaissance. C'est-à-dire que c'était la méconnaissance de mon êtreté personnelle en fait, et j'étais en train de perdre pied. Pourquoi? Parce que j'ai aussi pour habitude de dire que comme nous ne sommes pas le métier que nous faisons, nous devons agir avec un complet détachement. Alors ça peut choquer, mais j'ai pas envie de sauver la planète.
Et j'ai pas cet ego-là en tout cas, voilà. Mais par contre, je sais ce pourquoi je suis fait sur la planète. Et quand j'arrive à me réapproprier au travers de cette connaissance-là, de connaître ma place ici sur cette terre, eh ben je me sens imminemment relié en fait. Imminemment relié à toute cette jeunesse aussi, qui est en train de débarquer, qui a une sensibilité envers la terre, les plantes et l'eau, parce que l'eau est importante. Et ça, en fait, ça me remonte vraiment le moral dans ces moments-là où je perds pied, en fait. Et je m'accroche plutôt à cette jeunesse, en fait. Et j'ai pas envie de renier ma génération, pas du tout. Je suis pas de ce registre-là. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a une jeunesse qui est en train de m'éduquer, qui n'est pas indignée parce qu'elle est déjà dans l'action. Moi, je me suis senti seul quand j'étais indigné et pas dans l'action. Et là, je devenais une grande gueule, brûlé vif, brûlé de l'intérieur, écorché aussi. Et là, on se sent éminemment seul, mais c'est une solitude de l'ego. Et je pense que quand on se sent pas bien, il faut absolument comprendre qu'on n'est vraiment pas seul, on est complètement relié. Et relié par les énergies, la pensée. Ça reste de la métaphysique, mais c'est aussi de la science. Et ça fait du bien en fait. Et on le voit bien quand on se retrouve dans des réunions, des colloques. On voit bien que cette solitude n'était pas nécessaire. Elle peut être transitoire, certes, mais elle doit être consciente. Si c'est une solitude inconsciente, forcément ça nous mène à la dépression et on a trop besoin des gens qui sont sensibles au sol, je dirais à la terre, et à l'agronomie, à l'agriculture, pour perdre pied. Donc je les encourage, quand ça ne va pas, à penser justement le fait qu'on est très nombreux. On est très nombreux dans cette intelligence collective en fait. Et j'irais jusqu'à dire qu'on n'a pas besoin des scientifiques aliénés aux industriels. Je ne les renie pas, je ne suis pas en guerre contre eux. Je ne suis pas en guerre contre les gens, je suis en guerre contre les entités. Voilà, ces organismes qui quelquefois rassemblent des scientifiques qui sont aliénés à l'industrie, je pense qu'ils se sont trompés de chemin. Voilà, c'est un chemin de l'ego, c'est un chemin de l'orgueil, et qu'ils peuvent se reprendre ces gens-là, et rentrer dans la besace du bien commun. Je pense que ça c'est fondamental. C'est pas dur, il suffit d'un petit clic dans sa tête pour comprendre que dans l'instant T, on peut changer de cap, et revenir à nous, dans l'idée du bien commun, c'est-à-dire qu'on peut tout transmettre, il n'y a rien à breveter, il y a tout à donner, sans dolorisme, et je le dis souvent, même nos maladresses. C'est presque un acte héroïque. En fait, dans cette solitude transitoire, quelquefois, il faut avoir la capacité de transmettre nos émotions. Ouais, je vais pas bien quelquefois, mais il faut savoir être capable de le dire, et ça, c'est un acte héroïque. Et je pense que ça, c'est fondamental, c'est un ciment qui nous permet de nous réunir au travers de nos sensibilités. Elles sont diverses et variées, mais ça fait partie du bien commun. Jai